Justement, c'est les jeunes qui sont en bas de la cité, qui sont en train de vendre de la drogue, vendre du shit, fumer, boire de l'alcool, font plein de conneries. Ça, c'est le quotidien. Ça, c'est le quotidien des jeunes en cité. Garçons. Le système a ses avantages, a ses inconvénients. Si tu veux en sortir, il faut bien prendre conscience que tu ne peux pas sortir du système du jour au lendemain. Tu vas te faire baiser tout simplement. Est-ce qu'ils ont des professeurs compétents comme tout le monde? Ça veut dire quoi des professeurs? Donc tu penses que les professeurs qu'on envoie dans les cités sont moins compétents que les autres? Bien sûr qu'ils sont moins compétents, et ça a toujours été prouvé, ça. Que forcément, On envoie les moins bons. on voit les moins bons, ou sinon ceux qui viennent tout juste d'être diplômés, qui n'ont pas d'expérience. Donc voilà, moi je suis tout à fait contre le fait qu'on accuse le système de quoi que ce soit. Le système existe, il est établi. C'est grâce au système que la société est organisée. Ça pourrait être pire sans le système. Donc grâce au système, il y a une certaine organisation. Maintenant, si tu veux sortir du système, libre à toi de t'organiser. Sans préciser le RERA ou les jeunes, je suis désolée, c'est toujours des noirs qu'on arrête. Non, c'est sincère, c'est pas, ça n'a rien à voir. Non, c'est les noirs que toi tu veux voir. C'est pas les Ah non, mais c'est toujours. C'est ce que tu veux. Non, mais comment vous êtes minoritaire, moi, je ne vois que vous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette éducation-là, à la dure, si tu veux, cette éducation-là, où on avait la crainte de nos parents. Mec, tu ne travailles pas dans l'administration à Sciences Po, tu ne peux pas savoir comment sont traités les dossiers à Sciences Po, les dossiers des candidats à Sciences Po. Il y a des noirs qui sont à Sciences Po, c'est certainement parce qu'ils ont rempli les critères nécessaires pour être pris à Sciences Po, mais tu peux pas, de façon lapidaire comme ça, dire que oui, les noirs ne sont pas pris à Sciences Po parce qu'ils habitent dans le 93. Tout ça parce que ils savent très bien qu'ils sont protégés. Ils sont protégés par le système. Ils savent très bien que si tu lèves la main sur un enfant et que l'enfant te dénonce à la police, eh bien c'est toi, c'est le parent qui va avoir des problèmes. C'est la principale raison qui justifie le fait que les enfants dans les cités somment facilement dans la drogue, ou en tout cas déroutent facilement du droit chemin. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. J'ai encore déniché une vidéo de Philippe Simo, dans laquelle il débat d'un sujet intéressant et important avec deux invités cette fois. Et le sujet du jour, c'est de savoir si les immigrés africains manquent d'ambition. Donc, on va faire la distinction entre les Africains qui sont venus en France faire leurs études et progresser, et les Africains qui sont nés en France. Voilà, donc voilà, je te passe les détails. On va tout de suite aller dans le vif du sujet, et je te laisse dans les commentaires, je te laisse donner ton avis dans la barre des commentaires, et moi je le ferai tout au long de la vidéo. C'est parti, sans plus tarder. Allez, hop. Est un thème qui divise nos deux panélistes. Et nous allons parler de l'ambition. Il se dit, vrai ou pas, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, que les jeunes de France, issus de l'immigration, ne sont pas ambitieux. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Ça va être bien évidemment l'objet de notre discussion. Pourquoi? Comment l'expliquer? On va peut-être déjà commencer par le constat. Est-ce que tu partages ce constat, Marie? Moi, oui, je trouve que en tout cas, les Africains qui sont nés ici, ou bien qui ont grandi ici, manquent d'ambition. Oui, ça peut être justifié par l'endroit dans lequel ils ont grandi, mais je pense qu'il faut arrêter de trouver des justificatifs, et il faut commencer à se dire que s'il y a trop de justificatifs, ça veut dire que le problème vient d'abord de nous. Okay. D'abord d'eux. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que dire que ce sont des excuses, tu proposes quoi concrètement? Parce que toi, tu penses que c'est pas vrai, les jeunes sont ambitieux, c'est ça? Bien sûr qu'ils sont ambitieux. Parce que s'ils n'étaient pas ambitieux, pourquoi il y en a qui se battent pour s'en sortir? Pourquoi il y a des jeunes dans la cité qui sont parfois... Kylian Mbappé, il était dans une cité avant. On n'en parle pas assez. Mais par contre, on va parler on va parler des Mamadou, etc., qui s'en sortent pas. Mais parce qu'il y a un Kylian Mbappé tous les 100 ans. Pas forcément. Il y a des Kylian Mbappé, il y a aussi des Philippe Simon, il y a aussi des Biderlove, il y a aussi il y a aussi des Marie, il y a aussi de tout le monde. Donc non, c'est juste qu'il y a une minorité qui est extrêmement, qui est fortement exposée. Donc, on pense que c'est la majorité. Mais ça reste quand même une minorité, et dans chaque je veux dire, peuple, peu importe le sujet, il y a toujours une minorité. Alors, je pense qu'il y aurait une petite nuance. Par exemple, moi, je suis effectivement, comment on va dire ça? Je viens effectivement d'Afrique, venir étudier en France, mais je ne suis pas né, je n'ai pas grandi en France. Je suis arrivé en France après mon bac+2, donc je suis arrivé quand même assez tardivement. Ici, le focus pour nous va être sur ce qu'on appelle les enfants de France. C'est-à-dire ceux qui sont nés ou alors qui sont arrivés très jeunes en France, donc qui ont finalement été moulés par le système. Quel exemple ils ont? Je vais même me permettre. Quel exemple ils ont? Moi, je vais même me permettre d'abord de définir le mot ambition. Pour moi, avant la définition du mot ambition, moi je pense que il y a des exemples, beaucoup d'exemples qu'on peut citer d'immigrés africains qui sont venus en France ou qui sont arrivés en France, comme il vient de le dire, pendant qu'ils étaient jeunes ou qui sont nés en France et qui ont tout à fait réussi leur vie, qui sont sortis du lot
et bien que résidant dans la cité, si tu veux. Donc là, ils ont parlé de Kylian Mbappé. Il y a qui il y a après, alors, dans bien des domaines, enfin, en fait, il s'agira ici des domaines artistiques. Football, musique, je veux penser à MHD, je veux penser à, comment il s'appelle ah là là, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Je pense également à Niska. Il y a aussi le groupe Section d'Assaut. Ils sont venus des quartiers, hein, des quartiers de la cité. Et il y a les exemples sont les gens dans les domaines artistiques. Football, musique, rap, tout ce que tu veux. Par contre, quand on prend des domaines, alors, tu vas pas dire que le domaine du football et de la musique, c'est un domaine non intellectuel, voilà, à bien des égards, mais il y a des domaines dans lesquels on ne retrouve pas forcément les Noirs immigrés de France. Quand je prends le domaine de, je sais pas moi, le domaine de l'entrepreneuriat, je ne sais, en tout cas moi personnellement, je ne saurais pas citer des Africains issus de l'immigration qui sont devenus aujourd'hui mondialement connus, ou en tout cas super connus, qui viendraient de la cité, des cités en France, tout simplement. Donc voilà, je voulais apporter cet avis-là, cette précision-là sur cette question. Et comme il a bien fait la distinction, là, ils sont en train de parler d'abord de jeunes qui sont arrivés en France très petits ou qui sont nés en France. Donc apparemment, ces jeunes-là n'auraient pas d'ambition pour la dame à droite. Et donc position inverse défendue par le monsieur tout à gauche. Moi, l'ambition, ça vient de ambition en latin qui veut dire tourner autour, en fait, vouloir une sorte de gloire. Mais c'est quoi? C'est un désir ardent de pouvoir atteindre un objectif qu'on s'est fixé, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle. Donc, j'aime bien le mot la phrase qu'il a dite en disant oui, mais qu'est-ce qu'il y a autour? En mot, ça dépend aussi de leur environnement de vie. Je vais expliquer. Dans le monde professionnel, il existe deux types de personnes. Il existe les personnes qui sont complètement compétentes. Ça veut dire peu importe où elles vont, tout le monde va reconnaître leurs compétences. Et ensuite, il va avoir les personnes, on va dire, j'aime bien dire des personnes malignes. Ça veut dire qu'ils savent aller chercher. Ils savent s'entourer de personnes qui vont les aider à s'élever, qui vont les aider à travailler professionnellement, qui vont leur donner des contacts, ainsi de suite. Ces deux catégories de personnes que je viens de citer composent 3% du monde professionnel. Déjà. Tu sors d'où tes chiffres? Tu peux aller regarder sur Internet si tu veux. N'importe quel site. Tu peux même aller regarder sur LinkedIn. Maintenant, on va parler de la France. Pour parler de, si tu regardes sur LinkedIn et que tu vois des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, ainsi de suite, regarde combien de Noirs il y a. Mais en fait, la question, c'est pas ça. C'est que les Noirs, déjà, quand ils sont en Afrique, ils se plaignent en disant qu'ils n'ont pas assez de chance. Ils viennent ici en Europe, ils disent aussi qu'ils n'ont pas assez de chance. Mais la chance, en fait, elle vient pas par hasard. Il faut la susciter. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Mais est-ce que ces jeunes-là, moi, là où je suis pas d'accord avec ton discours, Déjà. Alors, c'est vrai que on a beau dire que les Français sont des râleurs, les Français se plaignent tout le temps, mais il faut quand même admettre que, d'après ce qu'elle vient de dire, moi je suis tout à fait d'accord, qu'il y a beaucoup d'Africains qui se plaignent également. Beaucoup d'Africains se plaignent quand ils sont chez eux, quand ils sont en Afrique, quand ils sont au pays. Le pays va mal, le pays est en panne, le pays est tel ci, le pays est tel. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà, après, il faut. En fait, quand tu te plains comme ça, tu te rends très vite compte que si tu ne te bouges pas, si tu ne te fais rien, eh bien, personne ne fera rien pour toi. C'est pour ça qu'en Afrique, dans la majorité des villes africaines, des grandes capitales africaines, c'est le débrouillardisme. Tout le monde essaye de lancer de lancer son petit commerce, de faire son petit business. Alors, parfois, c'est des magouilles par-ci, par-là. Mais voilà, tout le monde essaye de s'en sortir parce que finalement, on comprend bien qu'on se plaint que l'État ne pourra rien faire pour toi. L'État ne pourra rien faire pour toi. Et ça, c'est déjà bien que plein de gens aient compris et qu'ils se mettent à leur propre compte. Maintenant, il y a aussi le fait qu'une fois que les Africains arrivent en France, eh bien, ils se plaignent tout de même. Ils se plaignent tout de même parce que, alors c'est vrai qu'il y a un système d'aide, il y a un système social pour aider les jeunes de façon générale, que ce soit que des jeunes étrangers ou non étrangers. Alors, je dis ça, mais voilà, je sais qu'il y a une loi immigration qui est entrée en vigueur il n'y a pas longtemps. Voilà, donc voilà, on fait fi de cette loi-là pour l'instant. Mais en tout cas, on va parler du système d'aide, en tout cas auquel moi j'ai bénéficié quand je suis arrivé. C'est vrai que dès qu'il y a un défaut de ces aides-là, ou dès qu'il y a voilà, un défaut, une absence pendant un certain moment, eh bien, en fait, ça part tout de suite, en fait. Les gens ont tendance, même les Noirs, les gens ont tendance à rapidement se plaindre. Après, ce que je comprends, hein, quand tu perçois un certain nombre d'aides et qu'à un moment donné, on te les coupe, bah, en fait, il est tout à fait légitime que ça impacte directement ta vie. Maintenant, voilà,
c'est soit tu te plains, soit tu te mets à ton propre compte et puis voilà, tu prends ta vie en main et puis voilà, tu fixes tes ambitions, tu te fixes des objectifs et puis tu les mets en place, point barre. Pierre, Quand on est en cité, ouais. de quoi on rêve? Toi, tu as grandi en cité. J'ai grandi en cité, ouais. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Je suis resté 10 ans en cité quand même. Et en 10 ans, on a le temps de voir pas mal de choses en cité. C'est quoi le quotidien, la réalité de la cité, au-delà des clichés? Alors, moi, je parle de moi, de ce que j'ai vu, de ce que je connais. Après, bien sûr, est-ce que ça raconte des clichés ou pas, je ne sais pas. Alors, moi, je me levais tous les matins. Tous les matins, on était avec des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, qui sentent la pisse, ou parfois même, tu vois, des Ça sent la pisse, mais qui a pissé? C'est ça? Oui, mais justement, c'est les jeunes qui sont en bas de la cité, qui sont en train de vendre de la drogue, vendre du shit, fumer, boire de l'alcool, font plein de conneries. Ça, c'est le quotidien. Ça, c'est le quotidien des jeunes en cité. Garçons. Et les filles? Garçons. Les filles en cité ne font pas ça, ils font autre chose, mais moi, je parle des garçons parce que je suis un garçon, du coup, j'étais forcément avec des garçons. Mais les jeunes en cité, certes, ils font ça. Je suis d'accord avec toi, Marie. Pas mal de jeunes font ça. Mais il y en a d'autres qui veulent vraiment s'en sortir. Il y en a d'autres qui rêvent de s'en sortir et ils font tout pour s'en sortir. Mais le système les enferme dans quelque chose pour leur dire, non, vous ne pouvez pas. Bien sûr, je suis d'accord avec toi que... Mais ils vont à l'école comme tout le monde. Oui, mais est-ce qu'ils ont des professeurs compétents comme tout le monde? Ça veut dire quoi, les professeurs? Donc, tu penses que les professeurs qu'on envoie dans les cités sont moins compétents que les autres? Bien sûr qu'ils sont moins compétents, et ça a toujours été prouvé, ça. Que forcément, on envoie les moins bons. On envoie les moins bons, ou sinon ceux qui viennent tout juste d'être diplômés, qui n'ont pas d'expérience. Alors que les meilleurs. C'est parce que justement, la cité, pourquoi vous êtes des profs plus excellents en cité? Peut-être parce que l'environnement est très difficile. Exactement. Ou peut-être pas. Est-ce qu'en cité. C'est peut-être pour ça qu'il faut mettre des professeurs avec plus d'expérience qui pourront mieux gérer ces élèves-là, ces élèves qui sont dits difficiles, dont je ne suis pas d'accord avec ce terme-là, mais voilà. Toi, tu es allé à l'école en cité? Je suis allé à l'école en cité. Tes camarades venaient à l'école tous les jours? Mes camarades venaient à l'école presque tous les jours. Presque tous les jours. Mais à un moment donné, il faut aussi voir ce que... Qu'est-ce qui est de la responsabilité du système de la France? Et qu'est-ce qui est de la responsabilité des parents et des jeunes? Alors, allez, en effet, très honnêtement, moi je trouve aussi que les jeunes de la cité, et en tout cas, voilà, je vais réagir à ces propos, il est en train d'accuser le système en fait. Mais en fait, il faut comprendre que si tu décides de faire autre chose que le système ne va pas te rattraper en fait. Bien sûr, le système va te rattraper dans tous les cas. Mais c'est pas le système qui va t'empêcher. Alors, c'est un long processus qui est de sortir du système. C'est quoi le système? Eh bien, c'est le métro boulot dodo. C'est le fait qu'il faut faire des études, aller à l'école tous les jours, avoir des diplômes, trouver un travail, pouvoir se sortir. En fait, il faut juste comprendre que pour sortir du système, il faut jouer avec. C'est-à-dire qu'il faut le respecter pendant un certain moment. C'est sur une longue période. Tu es obligé d'aller à l'école. L'école est obligatoire en France. Donc, tu vas à l'école, tu obtiens le diplôme que tu obtiens. Ensuite, tu vas travailler. Une fois que tu travailles, en tout cas, pendant que tu es en train de travailler, tu mets déjà en place, et c'est ce que moi je suis en train de faire, tu mets déjà en place non seulement le mindset, en tout cas l'état d'esprit qui va te permettre de sortir du système, mais également les actions nécessaires et concrètes qui vont te permettre à un moment donné de décider de sortir complètement du système. Sortir complètement du système, pour moi, ça s'entend par jouir d'une certaine liberté géographique, financière, liberté de parole, voilà, liberté dans tous les sens du terme. Alors après, bien sûr, dans le cadre légal, bien sûr, quand je parle de liberté, tu ne vas pas non plus faire tout ce que tu veux, sinon tu vas finir en prison. Donc tu comprends très bien ce que je veux dire par liberté. Donc, oui, je ne suis pas du tout d'accord avec lui dans le sens où quand il dit que le système nous empêche, le système n'empêche personne de faire ce qu'il a envie de faire. Le système est là. Heureusement que le système existe, sinon ça serait une anarchie totale. Donc, le système a ses avantages, a ses inconvénients. Si tu veux en sortir, il faut bien prendre conscience que tu ne peux pas sortir du système du jour au lendemain. Tu vas te faire baiser tout simplement. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain d'arrêter ton travail et puis voilà, de faire tout ce que tu veux. Ça, tu vas revenir. Ça se prépare. C'est une longue préparation et qu'il faut assumer, dont il faut avoir conscience, assumer cette préparation-là et ensuite prendre les précautions nécessaires pour y sortir de façon progressive. Sortir du système ne se fait pas du jour au lendemain. Sinon, tu vas revenir dans le système de plus belle ad vitam aeternam. Donc voilà, moi je suis tout à fait contre le fait qu'on accuse le système de quoi que ce soit. Le système existe, il est établi. C'est grâce à ce système, que la société est organisée,
que les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Et voilà, heureusement, ça pourrait être pire. Hein. Ça pourrait être pire sans le système. Donc, grâce au système qui a une certaine organisation, maintenant, si tu veux sortir du système, libre à toi de t'organiser, d'acquérir le mindset qu'il te faut pour pouvoir sortir du système en question. Donc, moi, je suis tout à fait contre le fait qu'on accuse le système. Tout dépend donc de chacun de nous. Il n'est pas prouvé que tout le monde va réussir. Mais en tout cas, tu essayes, tu as plus de chances, tu mets toutes les chances de ton côté pour tenter de réussir. Après, maintenant, libre à chacun de définir, en tout cas de se tailler sa propre définition du succès. Il faut peut-être situer chacun dans son contexte. Quand on dit que l'école en France est libre et gratuite pour les mineurs et que des jeunes n'y vont pas par eux-mêmes, est-ce que ça, c'est la faute de l'éducation nationale? Alors, ça, c'est la faute des parents en grande partie. Ça, c'est une très très bonne question. Très très bonne question. Puisque du coup, que l'enfant aille à l'école ou pas, ça, c'est les parents qui doivent mettre un cadre à la maison. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais quand on a des parents qui sont arrivés en France, qui parlent même pas très bien français, ces parents-là, ils comptent sur nous, sur notre autonomie à nous, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir faire les choses de nous-mêmes, de pouvoir faire nos devoirs tout seul, parce que ces parents-là, parfois, ils comprennent même pas le français. Tout à fait. Comment ils peuvent? Mais les parents ne peuvent pas. En fait, c'est le rôle des parents de ne pas compter sur l'autonomie de leurs enfants, puisque c'est des enfants, ils n'ont pas forcément pleinement conscience des enjeux de la vie, et donc un enfant veut faire tout ce qu'il veut, qui ne cadre pas forcément sur le droit chemin. Donc, il est en train de mettre la faute sur les parents, et je suis pas d'accord non plus. C'est pas parce que, même si les parents ne sont pas allés à l'école, qui ne parlent pas français, il en va quand même de leur responsabilité, parce qu'ils ont des enfants à charge, de bien les suivre. Maintenant, après, c'est vrai que voilà, les parents ont bien leur charge et tout ça, mais il n'empêche que c'est de leur responsabilité de bien éduquer leurs enfants. Peuvent nous aider. Comment on peut dire c'est totalement de leur faute quand eux, on sait quand ils ont fait des traversées de la mort pour pouvoir arriver en France. Ils peuvent pas non plus arriver et nous bercer comme si on était nés en France. Parfois aussi, faut aussi prendre ça en compte. Et ces jeunes-là, d'accord, que le parent ne puisse pas comprendre tout ce qui se passe à l'école et être présent, je suis d'accord, parce qu'effectivement, je pense que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui même a fait de grandes études de comprendre l'importance des études et de s'assurer que son enfant fait des études. Mais la drogue, le parent, toi qui es gamin et qui vois qu'on vend de la drogue en bas de l'immeuble, le parent, il voit ça aussi. Bien sûr qu'il le voit. Il voit que son enfant traîne avec cette mais il peut rien faire. Sans préciser le RERA ou les jeunes, je suis désolé, c'est toujours des noirs qu'on arrête. Non, c'est sincère, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est les noirs que toi tu veux voir. C'est pas les noirs. Ah non, mais c'est toujours. Non, c'est ce que tu veux. Non, mais comment vous êtes minoritaire? Il y a aussi des blancs. Il y a aussi des blancs. Oui, mais pourquoi c'est pas que les noirs? Nos parents, quand ils arrivent en France, ils travaillent, ils se lèvent très tôt et ils rentrent très tard. Donc comment tu les pauvres. Bien sûr, les pauvres, franchement, qu'est-ce que c'est triste. Quand ils arrivent, qu'ils sont éboueurs, ils se lèvent à quelle heure? Ils finissent à quelle heure? Tu penses qu'après, ils ont le temps de faire l'éducation de leur enfant? Ils n'ont pas le temps. Donc là, est-ce que c'est la faute des parents? Ça, c'est le système qui est comme ça, parce que du coup, au final, ces parents-là, ils étaient professeurs dans leur pays. Ils étaient peut-être médecins dans leur pays. Quelqu'un qui était professeur dans son pays. Quand il vient en France, il connaît l'importance des études. Il connaît l'importance des études. Il ne peut pas parce qu'il est bourré, négliger l'éducation de ses enfants. Oui, mais sauf qu'il fait comment quand il fait 4 heures, quand il fait 4 heures et qu'il rentre à 18 heures? Il pouvait rester dans son pays, continuer à rester professeur. C'est un choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Avec ce qu'il gagne au pays? Dans la vie, on a toujours le choix. Qu'est-ce qu'il offre à ses enfants? Qu'est-ce qu'il offre? Un pays qui se dégringole de chaque jour. J'ai envie de est-ce qu'on peut donner des exemples de personnes, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre, tu vas me dire, Philippe, de personnes qui ont réussi, issues de l'Afrique, qui venaient absolument de rien, qui n'avaient absolument rien. Est-ce qu'on peut donner des exemples ou pas du tout? Oui, parce que, alors, ça aussi, c'est un point qui est intéressant, c'est que les Noirs qui viennent d'Afrique, pour les études, en général, réussissent quand même mieux. Ils font des carrières en entreprise. Bien sûr. Ils ne sont pas très axés sur le sport, ni le rap d'ailleurs, parce qu'ils viennent là pour avoir une formation, intégrer des entreprises par la suite. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, mais pourquoi ceux qui sont ici, qui ont donc ces systèmes-là, l'école gratuite, un certain nombre d'aides, ne parviennent pas, à minima, à suivre une scolarité classique et à aller jusqu'au bac plus 5. Par exemple, j'ai une amie qui a grandi en cité, elle dit que dans toute sa cité, il n'y a qu'elle, je crois, et ses frères, les seules personnes dans toute la cité qui ont eu un cycle des diplômes universitaires. C'est la seule. C'était aussi mon cas. Ah voilà, donc toi, si tu étais le seul. C'était aussi mon cas, oui. Après aussi, il faut se dire de ces jeunes-là, alors c'est pas pour les défendre, c'est vrai que. Mais on est d'accord qu'ils vont quand même souvent jusqu'au bac. Ça, c'est juste la pression, parce que moi, les reportages que j'ai vus, ils vont souvent jusqu'au bac. Ils ont le bac. C'est ça. Pour revenir sur le sujet qu'il a abordé par rapport aux Africains qui viennent continuer leurs études ici, donc qui sont nés, qui sont grandi en France, au pays, en Afrique, qui arrivent en France pour continuer leurs études.
En effet, on remarque que ces personnes-là, dont je fais partie bien sûr, s'en sortent plus facilement. Alors, avec des difficultés à bien des égards, mais de façon plus générale et en comparaison avec les Africains issus de l'immigration, donc qui sont nés ici ou qui ont grandi ici, bah, en fait, la différence s'explique par le fait que on vient parce qu'on sait qu'on est en mission, on a connu des conditions de vie plus difficiles avant, et quand on arrive ici, c'est une autre difficulté, mais voilà, qui se surmonte assez facilement. Ensuite, on progresse, on obtient nos diplômes, on travaille, on se fixe des objectifs et on avance. C'est caricatural, mais moi, quand je suis arrivé en France, l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le média Investir au pays, c'est parce que je constatais que la plupart des Noirs qu'on voyait dans les médias étaient soit dans le domaine de la musique, rap, musique de rue, urbaine, soit dans le sport, ou alors dans la comédie. Trois domaines qui n'étaient pas des domaines issus de parcours académiques. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller à Sciences Po pour faire l'un des trois domaines que je viens de citer. Et ça a toujours été un problème. C'est que on a l'impression qu'il y a peu de Noirs en France qui réussissent dans ces domaines-là, dans les domaines liés à l'éducation. Pourquoi? S'ils postulent la Sciences Po, est-ce qu'ils vont être acceptés? Pourquoi les Noirs ne vont pas? S'ils postulent la Sciences Po, est-ce qu'ils vont être acceptés? Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais non, est-ce que je peux dire quelque chose? Ils voient dans ton adresse que tu habites dans le 93. Bien sûr qu'ils te disent, ah, lui là, Mamadou, Barry. Non, est-ce que je peux quand même dire quelque chose? Non. Ils veulent pas. Ah non, c'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. Ça veut dire qu'il y a aucun Noir, qu'il y aurait aucun Noir à Sciences Po. C'est trop facile de dire ça. Ils veulent pas que tu te mélanges avec eux. Ils veulent pas. Ben non. Ah, donc les Noirs de Sciences Po, ce sont des fantômes, quoi. Parce que non, c'est clairement des fantômes. Honnête. Est-ce que toi-même, si tu. Il y en a, mais ils sont combien par rapport, si on regarde vraiment le nombre, est-ce qu'ils sont. Est-ce que tu veux qu'on les prenne parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils méritent d'être là? Exactement. Oui, mais je veux parce qu'ils méritent d'être là, mais dès qu'on voit ton adresse, on te barre déjà. Mais moi, déjà, je trouve. Mais est-ce que tu travailles dans l'administration? Mec, tu ne travailles pas dans l'administration à Sciences Po. Tu ne peux pas savoir comment sont traités les dossiers à Sciences Po, les dossiers des candidats à Sciences Po. Il y a des Noirs qui sont à Sciences Po. C'est certainement parce ils ont rempli les critères nécessaires pour être pris à Sciences Po. Mais tu peux pas, de façon lapidaire comme ça, dire que oui, les Noirs ne sont pas pris à Sciences Po parce qu'ils habitent dans le 93, dans le 95. Non, ça, c'est pas... Pour moi, c'est pas un argument recevable, c'est trop facile. Je sais pas quel est son métier, ce mec-là, mais pour moi, il peut pas affirmer des choses comme ça. Tu n'habites pas, tu ne travailles pas à Sciences Po, tu ne peux pas te dire que, ou même si tu n'as jamais travaillé, il n'y a pas d'études qui prouvent que Sciences Po ne prend pas des Noirs, tu vois. Le système peut t'aider, mais le système n'est, comme vous voyez que le système n'est pas là pour vous aider, qu'est-ce que vous faites? Il faut faire autrement, il faut faire différemment dans la vie, en fait. Et je suis désolée, les parents, à la fois, ils ont un rôle à jouer, mais j'ai bien aimé une phrase de Bambalo, justement, que tu as interviewé, Philippe. Je paraphrase, mais il avait dit, quand j'étais en France, en fait, le système est fait pour que tu gagnes 2 000 €, pas plus, ainsi de suite. Mais quand je suis allée en Afrique, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait gagner largement plus. Parce que c'est un mindset. Et aujourd'hui, il y a des Africains ici en France, mais c'est pas la même chose. Aux États-Unis, il y a des Africains qui investissent en Afrique. Il y a des Africains qui repartent en Afrique. Mais alors, changez de mentalité, sinon restez sous le banc de touche. Changer de mentalité. Non, en Europe, il y a une certaine mentalité que en Amérique, on est d'accord qu'en Europe et en Amérique, c'est pas du tout la même mentalité. Ben, vous aimez bien les aides, hein. On peut pas, quelle aide? Tu vois, c'est la CAF qui va nous aider à payer notre logement. Mais les Africains aiment bien aussi les aides ici, faut pas mentir, ils aiment bien. C'est pas vrai. Ces personnes-là qui aiment les aides, c'est parce que c'est... Tout le monde aime les aides, hein. Il n'y a pas que les Africains qui aiment les aides. Une aide est toujours la bienvenue. Maintenant, faut juste pas rester dans cette position de demandeur d'aide. Une aide est toujours la bienvenue. Je ne pense pas que ce soit que les Africains qui sont contents de recevoir les aides. Même les Français sont contents d'avoir des aides. Donc, voilà. Ces personnes-là, c'était déjà... Qui n'aime pas les aides? Non, mais je veux dire qu'ils aiment bien rester dans ce confort-là. Ils étaient déjà assistés au pays. Tout le monde aime les aides, ok. Mais restez dedans. Les personnes en France qui aiment les aides, ils étaient déjà assistés. C'est les mêmes personnes qui étaient au pays qui demandaient déjà de l'argent. Quand ils viennent en France, forcément, ils rentrent dans ce cercle-là. Mais quelqu'un qui était déjà bosseur au pays ou peu importe ailleurs, il sera bosseur peu importe là où il va y aller. Donc, dire que oui, ils aiment les aides, je suis pas d'accord. Après, ça reste une minorité. J'aime pas que le fait qu'on généralise. Mais le problème, c'est qu'ils se font entendre beaucoup. Ça veut dire que Non, ils se font pas entendre beaucoup. Bah si, parce que regarde, les Africains... On veut leur donner la parole. C'est comme si on donne la parole... alors, parlez plus ceux qui réussissent. Parlez plus pour qu'on vous entende mieux. Sinon, on vous entend pas. On donne la parole à des cons qui vont parler à la place de ceux qui sont intelligents. Mais ceux qui sont intelligents ne prennent pas la place. Ah, est-ce qu'on leur donne la place? Mais on te donne pas, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Non, je suis pas d'accord avec toi. En proportion. Alors, comprendre un tout petit peu d'où vient donc le problème. Parce que le système en France, c'est quand même un système élitiste. Ça veut dire que la France est un système dans lequel on reproduit les élites.
La France a des écoles de prestige dans lesquelles on sait que quand tu passes par cette école-là, tu vas réussir. Polytechnique, l'ENA, ainsi de suite. Le SCP. Le SCP, c'est ces grandes écoles de commerce et autres. Ce qui n'est pas le cas dans le système anglo-saxon, dans lequel les gens peuvent sortir d'un peu partout et réussir quand même. En France, c'est très élitiste. Ça veut dire que si tu veux faire partie d'une élite française, il faut que tu entres dans cette école. Déjà. Tu peux pas dire, je vais craquer le système au quartier. Non. Tu peux pas devenir énarque si tu passes pas par l'ENA. La question que je veux poser, c'est déjà, pourquoi donc davantage de jeunes nés en France, grandis ici, comme toi, ne vont pas frapper à la porte? Toi, par exemple, tu es comptable. Pourquoi tu n'es pas expert comptable? Ok. Parce que pourquoi tu te bien sûr. limites à, je ne sais pas, bac plus combien? Tu t'es arrêté à quel niveau? À bac plus 2. Pourquoi tu te limites à bac plus 2 alors que tu pouvais aller à bac plus 5, à bac plus 8, par exemple? C'est une excellente question parce que du coup... Est-ce que tu es ambitieux? Bien sûr que je suis ambitieux et je vais le prouver. Moi, j'allais à l'école, c'est-à-dire que de 8h, 17h, 18h, responsable jeu Dominos. C'est-à-dire que 18h, 23h, je m'occupais d'un magasin. 23h, 1h, 2h du matin, faut travailler un peu les cours. On enchaîne comme ça pendant des années. Donc, si ça, ce n'est pas quelqu'un d'ambitieux, après, je me suis pas arrêté à un bac plus 2. Je me suis dit, tiens, le bac plus 2 me permet de souffler un peu, pendant que je vais passer mon DCG, que, en France, on a la chance de passer ses études à n'importe quel moment, qui est gratuit, on a cette chance-là. Du coup, je peux toujours être dans le milieu actif. Il n'y a pas qu'en France qu'on a la possibilité de faire ses études à n'importe quel moment, hein. Je pense que dans tous les pays, du monde entier. Moi, au Togo particulièrement, moi j'ai fait une université privée. Dans l'université privée, il y avait des personnes beaucoup plus âgées que nous, les jeunes, qui étaient en études avec nous. Il y avait des directeurs qui travaillaient déjà, qui avaient dans la quarantaine, voire cinquantaine, qui venaient côte à côte avec nous comme ça sur leurs études. Donc, dans tous les pays, je pense que tu peux reprendre tes études à n'importe quel moment. Il n'y a pas qu'en France, donc c'est pas une chance. C'est pas une chance, il parle de chance, mais non, c'est pas une chance. Quand même, travailler mes cours. Déjà, par exemple, toi, pourquoi tu veux aller vers le métier d'expertise comptable? Parce que je m'en souviens quand j'ai fait mon stage chez Si tu n'as pas des personnes qui t'inspirent, il faut que tu deviennes toi-même ton inspiration. Exactement. Et c'est ce que tu en fait fais. Bien sûr. Exactement. Donc ce que j'essaie en fait d'expliquer, c'est que les personnes qui vivent justement à la cité, tu dis qu'ils n'ont pas, je suis d'accord, hein, il faut que les personnes des personnes comme toi, toutes ces personnes en fait qui ont, on va dire, un minima réussi, ou bien et qui vont toujours dans cette vision de réussite, puissent revenir parler. Mais si en fait tu n'as pas de personnes auxquelles tu as envie de ressembler, il faut que tu deviennes cette personne-là. Mais maintenant, si tu n'as pas assez d'ambition, assez de hauteur, non, j'y viens. Assez d'ambition ou assez de hauteur, toi, en fait, t'as réfléchi dessus. En fait, la vie n'est pas là pour dorloter les gens, on n'est pas là pour babysitter les gens, en fait. On n'est pas des babysitters. Donc, ça veut dire que les personnes qui veulent vraiment travailler se lèvent, ils vont. On parle des personnes qui sont venues ici. Apprendre à quelqu'un. Non, mais attends, mais ici, non, mais ce que vous vous rendez pas compte, non, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous avez une chance ici en France que des personnes n'ont pas. Moi, je me levais, le matin à 7h, je voyais la maman qui vendait le pain à côté de chez moi tous les jours, tous les matins, elle était là. À partir de 5h du matin. Quand je partais parfois à l'école, genre, quand c'était tôt, il fallait que je sois à l'école à 6h30, elle était là, cette dame. Alors, et elle n'avait aucune chance. C'est intéressant ce que Marie dit, parce que on a souvent l'idée de parler des parents africains en France qui se lèvent très tôt, qui font des métiers pénibles. Alors qu'au pays, il y a des mamans et des papas qui font aussi des métiers pénibles. Mais leurs enfants ne finissent pas dans la drogue. Exactement. Est-ce qu'il y a la drogue déjà? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que il disait, le mec tout à droite, tout à gauche plutôt, disait que oui, c'est parce que les parents font des travaux pénibles. Donc quand ils rentrent le soir, ils n'ont pas la possibilité de s'occuper de leurs enfants. Mais ils n'en demeurent pas moins, comme je le disais, moins vrai qu'en Afrique, les parents ont également des tâches pénibles à faire dans la journée ou pas. Mais en tout cas, ils ont la possibilité de rentrer, de s'occuper de leurs enfants et leurs enfants ne finissent pas forcément dans la drogue. Comment c'est en Afrique? Est-ce qu'il y a la drogue? Non. Je précise. Je vais préciser mes propos dans le sens où, est-ce que c'est autant en France? Non. Parce que moi, aujourd'hui. Mais maintenant, ça commence à se vendre dans les Ça commence maintenant. Ça doit que, je sais pas, on revient 5-10 ans en arrière, c'est quelque chose que. Par contre, la drogue, ça, c'est de l'État. D'accord. C'est l'État qui doit traquer ça. C'est à eux de faire en sorte que ça ne rentre pas dans le pays. C'est à eux de faire en sorte de mettre des gens en prison, je ne sais pas, de mettre un système judiciaire en place pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est à eux de faire tout cela. Oui, mais ils le font. Ils le font, mais c'est tellement... comment dirais-je? Ils le font, mais c'est tellement vulgarisé. Tout le monde... les gens qui font le trafic de drogue, ils essaient de contourner le système et tout ça. Mais voilà, l'État... On ne va pas dire aujourd'hui que les États sont laxistes face à tout ce qui est trafic de drogue et de stupéfiants. Non, pas du tout. Maintenant, je suis d'accord avec toi, Philippe, quand il y a des mamans
qui sont là, qui font des, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, sous-métiers, et que leurs enfants sont quand même excellents à l'école. Alors, moi, je suis pas loin. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère se levait à 4 h du matin. Je me levais avec elle pour faire de la pâte, pour faire des beignets à 5 h 30. Moi, ma grand-mère, je suis pas loin. Et quand on finissait à 4 h 30 de faire lever la pâte, en fait, on fait la pâte, on met la levure, on laisse gonfler, et à 5 h 30, on l'accompagne en bas pour aller faire son stand. Elle commence à faire ses beignets vers 6 h, parce qu'à partir de 6 h, les gens commencent à sortir des maisons. Et après ça, moi, je vais faire mon ménage. Je viens, j'ai mes beignets et du haricot, je finis de manger, je vais à l'école. Ça, c'est Philippe, ce que vous mais dites... du coup, elle t'apprend la vie. Beaucoup d'enfants africains ont grandi dans ces conditions. Mais moi, je le dis même... Mes propres parents, c'est comme ça qu'on t'apprend la vie, justement. T'apprends la dureté de la vie. Et généralement, des personnes comme ça qui ont eu cette vie-là, généralement, ils peuvent pas, même s'ils peuvent pas échouer à l'école, parce que du coup, très tôt, ils ont été, comment on dit ça, formatés à réussir. Parce que peut-être que tu te rendais pas compte, mais le fait qu'on te faisait te réveiller tôt, faisait la pâte qui est dure, en fait, ça fait mal au bras, le fait que c'est une formation à la vie, tout ça. Ça t'aide après quand t'as 18, 19, 20 ans. Ça va t'aider de manière indirecte, forcément. Maintenant, quand ces jeunes-là, à titre de comparaison, quand il y a des jeunes qui se lèvent le matin, ils ont école à 9 h, ils se lèvent à 8 h 30, ils prennent leur bol de céréales, etc. La vie n'est pas pareille pour eux. Les conditions sont pas les mêmes. Ces gens-là, ils ont besoin de bien plus que ça. Ces gens-là, ils ont besoin de voir à la télé, ah tiens, il y a un noir. Ah tiens, il y a une noire. Mais ça, c'est leur problème, en fait. C'est pas leur problème. Non, mais c'est triste de dire ça, mais c'est un peu leur problème. Ce n'est pas leur problème. Avec un bol de lait est plus avantagé qu'un gars qui le matin se lève et fait des travaux un peu plus difficiles. Mais exactement, et j'allais même donner une parenthèse. Est-ce que tu peux juste me permettre de donner une parenthèse? C'est que moi, j'avais une dame qui travaillait chez moi et je voulais dire une chose, c'est que cette dame, elle travaillait chez moi, mais elle travaillait chez plein d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'elle rentrait chez elle vers 21 h. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, donc si elle me voit, je te fais vraiment un clin d'œil. Et cette femme-là, elle avait pas vraiment le temps d'étudier. Est-ce que tu te rends compte que ses 3 enfants étaient tous premiers de la classe? Toujours. Ça veut dire que ils avaient pas forcément besoin. Elle avait juste en fait à parler. Donc je veux dire, dans la cité, vous avez au moins la chance, vous avez un toit, vous vous plaignez de la piste, moi vous avez le toit. Est-ce que tu sais combien de personnes? Mais est-ce que ces personnes-là ont connu la dureté de la vie? Il faut arrêter au bout d'un moment. Si on convient donc que avoir des parents qui ont des métiers pénibles ne justifie pas l'échec scolaire, ça veut dire que la raison de l'échec est peut-être ailleurs. C'est peut-être ce qui se passe à l'école. Parce que moi, mes parents ne me faisaient pas des exercices le soir. Parce que j'entends souvent les gens reprocher ça en disant oui, mais les parents africains... Non, ils font jamais. Moi, je l'avais, mais ils le font pas souvent. Donc, ils n'ont pas le temps le soir de faire... Moi, jamais on m'a fait les exercices à la maison, je me débrouillais. Oui, j'ai jamais été dans le cadre des parents qui... C'est pas qu'ils n'avaient pas le niveau pour le faire. C'est juste qu'ils avaient eux-mêmes leurs propres choses à aller chercher. Je me débrouillais pour apprendre, ainsi de suite. Donc, l'histoire des parents qui ne sont pas présents le soir pour faire les leçons à leurs enfants, en Afrique aussi, beaucoup d'enfants grandissent dans des conditions dans lesquelles il n'y a pas forcément des parents pour leur faire les répétitions le soir. Oui, mais l'échec n'est pas toléré à la maison. L'échec n'est pas toléré. Tu ramènes un mauvais bulletin, tu sais ce qui va se passer. Mais alors, c'est aux parents de s'endurcir. Tu sais, il y a la chicotte qui va arriver. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que justement... Ça te rend... Les enfants ne sont pas bien encadrés parce que les parents n'ont pas le droit de contraindre les enfants, voire de taper les enfants. De taper les enfants. Parce que sinon, ça va aller très loin. Sinon, le parent peut se faire arrêter. La police peut intervenir. Parce que les parents en France n'ont pas le droit de taper leurs enfants. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, les Togolais le comprendront bien. Le parent n'a même pas besoin de parler. Que tu as déjà compris que si tu ramènes un bulletin avec de mauvaises notes, c'est la chicotte qui t'attend, c'est le bâton qui t'attend. Parfois, même on n'attend pas le bulletin, mais c'est déjà les notes que tu ramènes tous les jours à la maison. Au-delà même des notes, c'est des petites bêtises que tu peux faire. Moi, je me souviens, et je pense que je peux remercier ma mère aujourd'hui. Si elle ne m'avait pas appliqué des fessées, des coups de bâton, peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette éducation-là, à la dure, si tu veux, cette éducation-là, où on avait la crainte de nos parents. C'est pas comme en France ici aujourd'hui, où je ne parle pas des Français, je parle des immigrés, c'est-à-dire des familles africaines qui vivent en France. Les enfants ont du répondant vis-à-vis de leurs parents. Les enfants disent de gros mots à leurs parents. Les enfants ne respectent pas leurs parents. Tout ça parce que ils savent très bien qu'ils sont protégés. Ils sont protégés par le système. Ils savent très bien que si tu lèves la main sur un enfant et que l'enfant te dénonce à la police, eh bien c'est le parent qui va avoir des problèmes. Pour moi, c'est justifié par ça. Pour moi, c'est la principale justification, c'est la principale raison qui justifie le fait que les enfants dans les cités sont facilement dans la drogue, ou en tout cas déroutent facilement du droit chemin. C'est exactement ça. Parce que, voilà,
tu es africain, tu sais très bien comment, est-ce que tu as été éduqué en Afrique. Alors, c'est pas toujours le cas, mais dans la majorité des cas, et même si tu avais des parents riches et tout ça, c'était le bâton, quoi. C'était le bâton. Ça marchait toujours, c'était le bâton à l'école, à la maison. C'était le bâton. Donc, pour moi, c'est la principale raison. Je vais donc m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que tu l'as trouvée très intéressante. N'hésite surtout pas à indiquer dans les commentaires ce que tu penses de certains arguments des uns et des autres et des miens également. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, abonne-toi et prends soin de toi. Allez, ciao!